La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de me retrouver dans cet espace-là, dans cette deuxième saison-là aussi du podcast, avec une invitée à nouveau que j'aime beaucoup. Puis à nouveau, on plonge dans l'univers du lien, d'une autre forme de lien, de celui qu'on a avec nos enfants. Puis depuis que je suis moi-même maman, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites, qui se sont transformées en moi, beaucoup de sensibilités aussi au pluriel qui se sont éveillées. Et puis, ben, du même fait, cette pression-là de vouloir faire du mieux possible pour qu'ils se sentent bien, ouais, pour qu'ils soient bien, puis de réaliser que ça semble simple et en même temps que c'est complexe de nourrir ce lien, puis d'accompagner parfois nos enfants et, euh, et puis, je pense que je suis pas la seule dans ce brouillard parfois, dans cette sensibilité-là. Et dans cet épisode, ben, je voulais qu'on plonge et puis un clin d'œil, donc avec la tête et le cœur dans l'univers de l'enfant, ces petits citoyens-là d'aujourd'hui, déjà d'aujourd'hui et de demain aussi. Et puis ces petits êtres-là, et je dis petits, peut-être que c'est pas le bon mot même, qui teintent le regard sur le monde. Puis pour ma part, qui l'enrichissent vraiment beaucoup parce que je crois que tout est interdépendant, puis que la façon dont on prend soin de nos enfants, dont on les guide et, et dont on tisse ce lien avec eux, ben, tissera aussi des éléments précieux des sociétés à venir. Donc, au-delà de quelque chose de très individuel, il y a comme quelque chose de très collectif là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de leur santé émotionnelle, puis favoriser un espace où ils se sentent bien? Quelle est la place des émotions puis de l'attachement là-dedans? Comment est-ce qu'on peut agir au quotidien auprès de nos enfants avec le cœur en tête? Puis comment nourrir ce lien? Puis bah, c'est ces questions-là que je voulais qu'on se pose avec Christa Leto, qui est mon invitée d'aujourd'hui, qui est une humaine que j'admire. Alors oui, pour ses compétences, mais aussi pour sa sensibilité qu'on ressent à chaque conversation, cet engagement-là, en fait, envers le bien-être des enfants, puis de la société même en général, qui est la fondatrice aussi de l'entreprise Cœur en tête, donc avec son bagage professionnel en psychoéducation, mais aussi avec son engagement personnel, son expérience de la parentalité, ben, elle accompagne justement à la fois les parents, les professionnels, à justement peut-être mieux comprendre, mieux favoriser ces espaces-là de lien avec nos enfants. Alors ben, aujourd'hui, on plonge à l'intérieur, puis en même temps aussi à l'extérieur au travers les liens pour partager ça avec vous. Et ben, merci d'être là, Christa. Puis ben, tu le sais, la question d'introduction, à nouveau, elle revient, qui est un peu ce plongeon dans l'intime, mais seulement dans le confort de ce que tu veux dévoiler, de qui tu es, toi, et puis qu'est-ce que tu portes comme histoire que tu as envie de nous partager ou d'une portion de ton enfance qui teinte la personne que tu es aujourd'hui, puis la posture aussi que tu portes. Merci Sophia, mais quel bel accueil, quel bel merci. Et puis merci de m'avoir invité aussi. Donc
Oui, en fait, je m'appelle Krista, puis comment je me décris, en fait, on porte plusieurs chapeaux en tant qu'être humain, plusieurs rôles, plusieurs identités aussi, si on veut, là. Je suis une femme, je suis une maman, je suis une intervenante. Donc, je me vois en tant que clinicienne aussi, une entrepreneur, puis aussi une étudiante. Et puis une étudiante, j'ai envie de dire, a student for life aussi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir que plus on étudie, moins on semble, ou plus on voit qu'on connaît moins de choses. Je sais pas si tu me suis, mais c'est comme c'est plus que je développe ma compréhension, plus je réalise qu'il m'en manque tellement encore, en fait, là, au niveau de, pas spécifiquement au niveau du développement de l'enfance, mais je parle de vraiment en tant qu'être humain ici. Donc, c'est toujours, je pense, à la découverte et j'ai une soif de continuer à en apprendre sur l'être humain, sur les différentes interactions, sur la société et énormément, là, si on veut, là. Ouais. Donc, dans tes questions euh, d'introduction, si on veut, tu m'amènes aussi à peut-être parler de justement un peu ce qui m'anime aussi en tant que personne, qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse. Euh, Bien évidemment, le développement humain, tout le monde émotionnel, tout ce qui se trouve à être plus invisible, m'a toujours interpellée, m'a toujours intéressée, m'a toujours fascinée aussi. Je pense que ça vient entre autres de ma sensibilité dès mon jeune âge. Donc, que je voyais, que je semblais comprendre certains liens, je pouvais rentrer dans un espace, je pouvais détecter très rapidement aussi les sentiments des gens. Oh, il y a quelque chose qui se passe par ici, ok, non, ici, tu sais, je le sentais assez. Puis pour moi, c'était comme clair. Alors que pour beaucoup d'autres gens, ce l'était pas. Je comprenais pas peut-être cet écart-là. Donc, du loin de mes souvenirs, je me rappelle me sentir ainsi et essayer aussi par moment à l'intérieur des différentes interactions avec des grandes personnes, que ce soit certains enseignants ou certains membres de la famille, ou d'essayer d'expliquer un peu comment je me sentais ou ce qui se passait, alors que pour eux, des fois, ils voyaient pas. Donc, je voyais quand même euh, encore une fois l'écart qui pouvait exister. Puis je voyais aussi l'importance de voir l'invisible, si on veut. Donc, je pense que c'est euh, tous ces éléments-là aussi font en sorte, ou ben, influencent un peu et mon parcours personnel, puis aussi, bien évidemment, là, mon choix de carrière, mes intérêts à l'intérieur de ma profession, là où je souhaite aussi finalement amener les gens. Donc, effectivement, au travers de 40 têtes, une de mes, la mission la plus grande, ça serait ça, ça serait vraiment d'amener les grandes personnes à mieux comprendre et à protéger ce qui se passe à l'intérieur de nos enfants. Donc, la santé émotionnelle, c'est ça, les instincts, les émotions, puis aussi, bien évidemment, les attachements qui gravitent autour de tous ces ressentis-là. Là. Ouais. Mm. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique ce que tu partages. Et tu parles de cet écart, puis tu nommes un petit peu, puis comment tu t'es peut-être senti dans cet écart-là. Et est-ce que, avec cœur en tête, est-ce que c'est de faire en sorte que cet écart soit moins grand entre les ressentis justement de nos enfants, puis nous, notre perception de grande personne, et grande entre guillemets? Oh, wow. Je l'ai jamais vraiment regardé sous cet angle-là, mais effectivement, oui, dans le fond, ça serait entre autres de diminuer cet écart pour que, entre autres, l'enfant se sente vu et entendu, euh, même si
même s'il y a certains comportements, même s'il y a certaines actions, même si... Fait qu'effectivement, c'est beaucoup dans la lecture aussi des grandes personnes par rapport à ce qu'ils voient au travers des enfants, au travers des comportements, au travers... En fait, c'est beaucoup en lien aussi avec leur point de repère. Donc, le bon enfant, le mauvais enfant, l'enfant bien élevé. Donc, c'est vraiment un changement de repère pour les grandes personnes, pour que ça soit davantage aligné ou connecté à ce que vit, entre autres, l'enfant. Donc, mettre lumière sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant parce que, effectivement, on va dire les points de repère qui nous ont été transmis à partir de notre enfance à nous n'est pas toujours ce qui est le plus aidant finalement pour mieux comprendre, mieux voir et protéger, encore une fois. Je reviens beaucoup à la notion de protection de la santé émotionnelle de nos enfants. Nos enfants ne vont pas tous bien. Donc, ouais. Mais justement, tu nommes ça que ce regard en fait qu'on porte sur l'enfant, puis cette lecture qu'on fait de lui à partir de certains critères aujourd'hui avec ces étiquettes-là que tu nommes, mais en quelque sorte, ça ne protège pas l'enfant, puis ça lui fait du mal. Qu'est-ce que... Puis là, c'est très subjectif, la réponse est très subjective, bah, la question aussi en fait, mais qu'est-ce que ça serait pour toi un enfant qui se sent bien? Quand tu vois Hum. un enfant qui se sent bien, à quoi ça ressemble? En fait, dépendamment de son âge, là, mais si on dit à la petite enfance, par exemple, ou encore nos enfants d'âge scolaire, il y a quand même certains éléments essentiels pour, pour que l'enfant va bien. La première, c'est vraiment l'élan de soi, donc l'émergence, l'espèce de vitalité qu'on est capable de ressentir à l'intérieur de l'enfant via l'énergie qu'il porte, mais aussi à l'intérieur de certains comportements. Donc, par exemple, un enfant qui va de l'avant, un enfant qui veut explorer, un enfant qui est curieux, un enfant qui souhaite justement découvrir. Donc, via ces genres de comportements-là et via le ressenti de l'énergie, euh, toute cette émergence-là, pour moi, est assez clé quand on parle de la santé émotionnelle de nos enfants. Est-ce que nos enfants vont bien? Ben, la première chose à se poser, est-ce que nos enfants ont cet élan-là, cette émergence-là à l'intérieur de eux? Ensuite de ça, je dirais le deuxième critère qui, à mon avis, est ultra essentiel aussi, c'est euh, en fait, c'est l'accessibilité à la tristesse. Donc, Mm. c'est la vulnérabilité et plus poussé encore vraiment l'accessibilité à la tristesse. L'idée, c'est que peu importe la grandeur du deuil, si on veut, ou les deuils ont un rôle important à jouer dans le rôle de l'enfance et dans l'être humain. Quand je parle de deuil, c'est vraiment c'est pas deuil comme si je perds, c'est pas une perte nécessairement d'un être cher ou de. Quand je parle de deuil, c'est vraiment plus la capacité à se sentir triste face à quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas éviter. Donc, ça peut se traduire dans plein de petites formes par exemple, ne pas pouvoir avoir un biscuit avant le souper ou avoir besoin d'aller à la garderie alors que tu voudrais, tu sais, que l'enfant voudrait rester à la maison ou vouloir avoir accès du temps d'écran puis il n'a pas le droit, ou vouloir continuer son jeu, mais qu'on ne peut pas, c'est là. Donc, on voit de quelle façon, même si, en fait, la bienveillance, c'est quand on parle de quarantaine, il y a tout l'aspect émotionnel et il y a aussi tout l'aspect super important des limites et des cadres. Mais les limites et les cadres ne peuvent
que fonctionner si l'enfant a accès justement à cette tristesse-là face aux limites et cadres pour qu'il puisse s'adapter et grandir. Donc, encore une fois, pour revenir à l'essence, moi, à l'intérieur de ma pratique, ce que je propose aussi chez les professionnels que j'accompagne, c'est aussi de toujours revenir à ces éléments-là clés fondamentaux. Donc, on est loin du comportement, encore une fois. On n'est pas en Mm. train de compter le nombre de crises. On veut savoir est-ce que l'enfant a accès à sa vulnérabilité, à sa tristesse. Puis, est-ce que notre enfant est capable ou pas capable de, mais est-ce qu'il est émergent? Donc, Mm. puis aussi, c'est aussi tout le jeu est interrelié avec l'émergence, je ne l'ai pas nommé, mais Mm. euh, la créativité, le jeu, être dans son imagination, le monde imaginaire. Donc, tout ça aussi sont effectivement des signes, là, des indicateurs ou les indicateurs, je dirais même, d'une bonne santé émotionnelle chez l'enfant. Mm. Ouais, c'est vous comme les éléments que tu nommes sortent tellement, tellement de ce qu'on peut entendre d'un enfant qui va bien. C'est, je, en fait, je, j'adhère, j'honore cette vision-là, cette posture-là, mais c'est tellement pas ce qu'on entend. Puis quand on pense ça, on se sent tellement mouton noir aujourd'hui. Fait que merci déjà parce que ça fait du bien. Et Et puis, tu sais, justement, dans ma question, si on va plus en profondeur, tu sais, tu parlais justement je voulais te poser cette question-là, de qu'est-ce que c'est pour toi avec le nom d'entreprise Cœur en tête, qu'est-ce que c'est d'agir avec le cœur en tête. Puis là, tu nommes qu'il y a cet aspect-là, ce regard qu'on porte un peu sur l'intériorité de notre enfant, puis qu'est-ce qu'il révèle à l'extérieur au travers l'élan de soi, l'émergence, le jeu, la créativité, puis cet accès à la tristesse. Puis tu parles des limites aussi. Alors, agir avec le cœur en tête, ça ressemble à quoi quand on le voit dans sa globalité? Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment concrètement, en fait, tu amènes les personnes que tu accompagnes dans ce processus-là à deux niveaux, autant au niveau de l'enfant que de l'adulte qui veut accompagner l'enfant, mais qui ne sait peut-être pas comment. Oui, oh, il y a comme tellement de questions dans ta question, j'aime ça. Je vais commencer par rapport à comment concrètement je le vois. Donc, effectivement, cœur en tête, c'est l'idée, c'est de garder l'émotion parce que c'est souvent, en fait, c'est ce qui manque le plus aux différents courants populaires. Donc, euh, ça serait de l'amener, mais bien évidemment, il y a autre chose autour de ça. Donc, c'est pas juste de dire, ah, mon enfant là est frustré ou il vit telle chose. C'est vraiment de ramener l'émotion et les instincts en avant-plan dans notre lecture tout en sachant et en comprenant, on va dire, la structure relationnelle, donc les positions, la posture qui est aussi au cœur de tout ça entre le parent et l'enfant. Donc oui, le parent doit comprendre, oui, il doit y avoir bienveillance. Et encore une fois, quand je dis bienveillance, je dis pas qu'on est toujours bienveillant, c'est impossible en tant que parent. Donc je suis pas du tout une parentalité parfaite, là. Mais on souhaite avoir de la bienveillance, c'est-à-dire suffisamment de chaleur. On souhaite avoir des interventions et des interactions euh, où on est suffisamment à l'extérieur de nos défenses de parents Mm. pour maintenir cette posture, cette position justement de guide que tu avais nommé, Sophia, au début, de leader bienveillant, c'est-à-dire à la fois être à un espace, à l'intérieur d'un espace où je suis à la fois la personne qui va établir une règle, un cadre, mettre une règle ou une limite, et je suis à la fois la personne qui va accueillir toutes les émotions possibles qui vont arriver suite à cette, on va dire, à cette mise en place de cette règle, valeur, encadrement ou limite. Donc, c'est vraiment de se retrouver à cette place dans le milieu de, donc être en même temps cette personne qui guide et qui accueille.
Et pour moi, c'est ça l'essence de quarantaine. Donc, effectivement, il y a les émotions, mais il y a toute la composante relationnelle aussi, qui en fait drive ou qui le contexte relationnel, c'est lui aussi qui influence, je dirais même le plus les émotions. Donc, en comprenant que être en attachement ou l'attachement, c'est le besoin le plus important de tout être humain, Mhm. que en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, on est le plus souvent remué. Donc, nos émotions sont éveillées à l'intérieur de nous en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur de nos relations. Donc, ces deux aspects-là, encore une fois, sont vraiment au cœur des, comment je veux dire, du contenu qui est partagé at large ou encore à l'intérieur des formations ou à l'intérieur des différents accompagnements. À l'intérieur de ta deuxième question, comme la sous-question, c'est tellement intéressant et à la fois peut-être difficile peut-être à répondre parce que, en fait, ce qui est facile à nommer, c'est que quand on parle de sa part d'où, tu sais, où est le point de départ avec que ce soit les professionnels ou les parents en suivi, on va dire, ou en accompagnement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation et, on va dire, d'éducation par rapport à ce que la science à jour nous dit en termes justement du développement de l'enfant, l'importance des émotions, du système nerveux, les instincts, et ainsi de suite. Par contre, c'est pas suffisant de juste donner de l'information pour plusieurs personnes. Donc, il y a certaines personnes qui ont cette capacité de continuer à grandir de façon plus et en même temps, je crois vraiment à l'importance de l'intégration des connaissances. Et ça peut prendre du temps. Et, euh, et effectivement, il y a deux niveaux, mais c'est les mêmes points de repère. Mhm. Et donc, ce que j'ai pu remarquer à l'intérieur de ma pratique qui a beaucoup évolué, puisque au début de ma carrière, je travaillais avec les familles directement. Là, je suis en guidance parentale, par exemple, ou en accompagnement professionnel. Mais des fois, même la façon que le parent peut prendre le plus de prise de conscience, c'est en y allant indirectement. Quand on va trop directement, et ça éveille, et c'est normal, mais ça éveille des blessures, ça éveille des défenses, et des fois, on devient donc aussi, on va dire, bloqué un peu dans le processus d'aide. En allant vers la compréhension du développement de l'enfant, qui est one step removed, on va dire, de ce que le parent peut vivre. Le parent peut aussi, certains parents, dans le fond, pas tous les parents, mais beaucoup de parents qui sont dans cette démarche de conscience et tout ça, peut aussi percevoir donc de l'autre côté, c'est-à-dire les manques. Et souvent, donc plus on met lumière sur ce que l'enfant a besoin, plus le parent, lui aussi, de façon parallèle, réalise et entend de ce que peut-être ce qu'il a manqué. Donc, je ne travaille pas directement à ce niveau-là avec le parent, mais c'est des effets que je vois régulièrement de par l'exposition à des connaissances nouvelles en fonction du développement de l'enfant. Donc, l'impact est très grand aussi sur le parent dans sa compréhension. Et ce qui est différent, justement, aussi, ce qui est super intéressant, c'est que les enfants, quand on est enfant pour grandir, on a besoin des conditions optimales pour grandir. Et c'est relationnel et c'est émotif et tout ça. Mais en tant qu'adulte, c'est pas tout à fait la même chose. En tant qu'adulte, si on veut continuer aussi notre croissance, c'est pas via l'offre des conditions optimales de quelqu'un d'autre. En fait, c'est via le Mhm. deuil de ce qu'on réalise qu'on a probablement pas reçu à certains niveaux. Et c'est ce deuil-là qui nous permet d'être dans la croissance. Et donc, c'est juste beau de voir qu'avec un médium, on arrive quand même à,
accompagner, aider à supporter la croissance de et l'enfant et le parent. Euh, ouais, mais c'est une danse aussi. Donc, je parle des connaissances, mais bien évidemment, ça se passe à l'intérieur de la relation, à l'intérieur de la danse, de la valse, quand on sait aussi que, par exemple, bon, il y a des instincts qui sont activés, la défense est là, on s'y prend autrement. Donc, il y a quelque chose aussi qui appartient vraiment au niveau relationnel aussi, là, à ce niveau-là. Ouais. Oui. Et c'est tellement riche ce que tu dis. Et je trouve que ça appuie toute l'interrelation, tu sais, entre toutes les choses, entre les émotions de nos enfants, nos propres émotions, les deuils qu'ils ont à faire et les deuils qu'on a à faire, qu'on a eu à faire. Euh, et puis aussi le fait que dans cette danse-là, il n'y a rien qui peut être parfait. Donc ça souligne à quel point il y a rien qui peut être figé, qui peut être enseigné réellement. Il y a une part d'éducation, de sensibilisation, de compréhension à travers le savoir. Puis il y a cette intégration qui est expérimentale entre l'enfant et le parent et l'enfant. C'est tellement intéressant. Puis je trouve que ça valide tellement, tellement comme le fait que ça n'a pas besoin d'être parfait, puis que c'est un peu pas un éternel recommencement, mais c'est une éternelle danse finalement. Puis, Absolument. puis tu parlais de justement de sensibilité, de ce que ça peut éveiller chez le parent. Puis j'avais envie qu'on aille dans quelque chose de plus spécifique en tant que parent, pour ma part, qui a une sensibilité, je vais dire élevée. Alors je sais pas trop comment dire les mots, je veux pas les dire tout croche, mais qui a une sensibilité importante, disons, et qui est face à un enfant qui a une sensibilité importante, il y a comme une forme de complexité, d'intensité qui s'ajoute. Puis, ben, toi, tu as, une sensibilité qui entre en résonance avec la mienne, Avec la mienne. que tu portes. Et est-ce qu'on peut en parler parce que, tu sais, c'est un peu c'est beaucoup, ben, ça fait partie de toi. Puis je pense que ça fait partie de ma curiosité aussi de comment tu perçois toi ta sensibilité, comment tu la nommes et comment elle te nourrit, comment elle te porte. Et puis il y a mille questions encore dans ma question. Mais voilà. C'est parfait comme ça, Sophia. Donc oui, je suis moi aussi femme, maman hautement sensible, ce qui veut dire nécessairement que je capte plus, on va dire, d'informations que la moyenne au plan technique et théorique, si on veut, que je ressens aussi plus profondément les choses, je suis plus facilement remuée aussi. La façon que ça s'explique aussi souvent, c'est par, on peut le voir comme c'est au niveau du système de filtre. Donc, on a tout au niveau du cerveau, on doit filtrer plusieurs informations pour pouvoir se concentrer. Mais c'est comme si on a un peu moins de filtre. Donc, Mhm. puis quand je dis filtre, c'est pas au niveau de l'impulsivité, quoique si on est très remué peut-être, mais je parle ici vraiment plus au niveau de ce qu'on peut capter. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre environnement, l'odeur, la lumière, l'intensité du bruit, l'énergie des gens aussi. Si on rentre en relation ou si on rentre dans une salle. Donc, ça passe et ça peut être différent d'une personne hautement sensible à une autre. Donc, il y a certaines personnes, c'est davantage de certains sens, là, au niveau vraiment, plus au niveau, par exemple, de l'odorat ou de l'ouïe. Puis il y a d'autres personnes qui ont, on peut dire vraiment, qui fait, on dirait, l'ensemble des traits de la personne hautement sensible. Moi, je me situe là, au niveau de... chose, c'est, en fait, avec le temps, avec le temps, donc mieux comprendre ce que c'était m'a aidé. Puis après ça, effectivement, quand j'ai continué moi-même aussi dans mon chemin de croissance, que je suis encore dessus d'ailleurs, mais plus on apprend à se connaître, plus et réellement connaître. Donc pas juste oh j'aime la musique country, mais beaucoup plus qu'est-ce qui me remue, quels sont mes patterns, quelle est ma défense, qu'est-ce qui m'apaise, comment est-ce que je peux facilement aller nécessairement facilement, mais comment est-ce que justement je peux me réguler versus comment
pense que je peux aller vers l'adaptation quand il y a une surcharge plus grande. Donc, apprendre à se connaître, à se découvrir, c'est faux. Euh, Aide énormément, mais effectivement, je suis maman hautement sensible et ma fille, ma plus vieille, l'est aussi. Fait que, comme tu as pu nommer, ça devient assez intéressant par moment dans ces danses-là. Surtout quand on est dans les débuts de cette découverte ou encore dans cette redécouverte. Moi, j'ai senti que j'ai dû me redécouvrir au moment que je suis devenue maman Mhm. par rapport à mes penchants en lien avec moi et l'autre. Donc, c'était plus juste moi, c'est comment est-ce que je vais naviguer ça avec moi et l'autre, qui est l'autre aussi, et autrement, donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions aussi par moment. Donc, oui, ouais. Puis comment toi, justement, tu perçois que, parce que justement, là, on ressent à quel point ça peut être intéressant, comme tu as dit, je trouve que c'est le mot intéressant, ce mot intéressant, ce qui peut se passer, puis comment ça peut remuer, puis cette relation à soi, puis cette relation à l'autre, où que- ça peut paraître difficile, ça peut paraître comme un défi, puis ça en est un, mais mettons, où est-ce qu'elle est cette force-là, justement? Où est-ce qu'elle se trouve, la force, peut-être dans ton cas, euh, avec le fait que tu es hautement sensible, puis que ton enfant est hautement sensible, où est-ce que, ben, comment on se retrouve, puis comment ça devient une force, cette sensibilité, cette haute sensibilité partagée dans la force du lien qu'on a Mm. avec cet enfant-là? Oui. Donc, pour répondre à la question, c'est que comme tout trait, je crois qu'il y a avec ce trait-là des défis et des forces. Donc, je le vois pas uniquement comme un don, on va dire comme un don, un gift du ciel, puis que c'est que positif. Mais je ne le vois pas non plus comme étant quelque chose qui envahit trop ou qui est handicapant ou qui ne vient qu'avec des défis. Je le vois vraiment comme quelque chose, une partie de moi, finalement, qui Mm. me permet à la fois d'accéder à des places que je vois que les personnes hautement sensibles pourraient accéder, soit dans des profondeurs euh, de réflexion, de ressenti, euh, dans des... en toute humilité aussi, on va dire dans la capacité de rentrer en relation aussi avec les autres. Euh, je le vois aussi comme quelque chose qui facilite le processus de redécouvrir soi. Je trouve que assez facilement, si je suis par exemple désalignée, c'est toutes les j'ai des indicateurs assez flagrants, que ce soit au côté, on va dire, physique que émotionnel, que je ne peux même pas être dans un désalignement pour trop longtemps sans avoir de grands, on va dire, soit de déséquilibre ou de grands signe que je suis pas à ma place. Et donc, d'un côté, c'est vraiment beau, puisque dans mes valeurs, l'authenticité, l'alignement, l'amour, tu sais, pour moi, c'est super important. De l'autre côté, effectivement, il y a quand même d'autres défis, là. Donc, si on a une famille, on vit dans une communauté, dans une société, puis on est quand même pas, on va dire, la moyenne. Quoique, dans certaines études, on est rendu à... Il y a certaines études qui disent entre 25 et 30 de la population pourrait être hautement sensible. Donc, on est Mm. quand même, c'est pas juste 5 non plus, là. Ouais. Euh, mais effectivement, même si je vois, et souvent, entre hautement sensibles, souvent, on tend à parler des défis parce que c'est là où on se sent compris, c'est là aussi où des fois on a besoin soit d'un regard externe ou de l'aide à mieux comprendre, mais avec cette haute sensibilité-là, vient aussi la créativité, des idées, l'envie aussi d'amener du changement, des acteurs ou des agents de mobilisateurs ou d'action. Il y a énormément de force à cette sensibilité-là aussi.
Mais pour y accéder à ces forces-là, on doit tout de même bien aller. Donc, au plan de notre santé. Et donc, avec la santé émotionnelle, c'est ça, avec en fait, la santé émotionnelle vient déterminer aussi, on va dire, où on va, comment cette sensibilité-là peut aussi influencer notre vie. Donc, si on va moins bien, ben, on peut se retrouver plus facilement et plus chroniquement, je dirais, dans des places plus difficiles. Par contre, si on en prend soin, si notre santé émotionnelle va bien, on se trouve de l'autre continuum où on est, encore une fois, dans l'émergence, la créativité, faire naître des projets, nourrir des envies et développer, tu sais, des liens profonds avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec notre communauté, et ainsi de suite. Ouais. C'est ce Ouais. que je crois. C'est ce que je crois. Ben, c'est une tellement belle perspective, en fait, de ce que c'est être hautement sensible. Et puis une belle nuance, en fait. On n'est ni d'un côté ou de l'autre, c'est trop un défi ou c'est trop une force, mais dans cette harmonie-là entre les deux qui valsent ensemble, à nouveau comme une danse aussi. Puis justement, tu sais, depuis le début, tu parles des émotions de nos enfants, de notre capacité à accueillir les émotions, tu parles de l'intelligence émotionnelle, donc comment c'est important à nourrir pour soi quand on est hautement sensible ou quand on a justement un enfant qui est hautement sensible. Puis comment tu penses, toi, que... Et pourquoi, en fait, tu penses que c'est important de cultiver ça chez nos enfants? Puis comment tu penses que c'est... que justement... ben, oh mon Dieu, ma question elle part dans tous les sens, mais pourquoi l'intelligence émotionnelle dès la petite enfance est importante à aller nourrir? Voilà, je pense que je vais le dire comme ça. En fait, il y a des périodes sensibles. Donc, là, on parlait de la haute sensibilité en termes de tempérament, donc de l'individu qui ressent, qui capte l'information, qui ressent plus fort. Mais ces individus-là aussi sont les individus qui vont être le plus à risque s'ils n'ont pas accès à ce dont ils ont besoin pour grandir. Donc, la sensibilité puis la santé émotionnelle, il y a quand même un lien assez fort à l'intérieur de ça. Puis il y a aussi un lien. Il y a aussi, il faut considérer tout ça ou l'inscrire à l'intérieur des périodes dites sensibles. Donc, des périodes dites sensibles, c'est des périodes de la petite enfance, 0 à 3 ans, c'est la première période sensible. Puis c'est là où ce qu'on fait de l'extérieur vient forger ou créer, si on veut, ce qui se passe à l'intérieur de nos enfants. Mm. Oh, attendez, juste muter ça une seconde. Alex, mon mari, vient d'arriver. Ah, j'avais coupé l'enregistrement le temps que tu te retrouves. Mais voilà, donc on reprend. Il y a eu une petite coupure pour ceux qui vont nous écouter, mais on est là, on est bien là. Oui, donc, oui, donc je parlais des périodes sensibles. Donc, c'est à l'intérieur de ces moments-là, justement, que ce qu'on fait de l'extérieur va venir nourrir et bâtir un peu les circuits neuronaux, un peu aussi tout ce qui se passe au plan de l'attachement aussi, là, de nos enfants de l'intérieur. Donc, c'est des périodes où leurs cerveaux sont un peu comme des éponges, finalement. Et donc, c'est à ces moments-là, entre autres, qu'on doit faire, faire attention, être conscient de faire de notre mieux, finalement, de leur offrir ce dont ils ont besoin. Et pour revenir encore à ce que j'ai pu nommer il y a quelques minutes, c'est vraiment de comprendre l'importance que l'attachement, c'est le besoin fondamental. Et même si c'est une phrase, puis on est comme, OK, oui, c'est ça. Mais quand cette phrase-là prend son ampleur réelle, c'est-à-dire que être en relation avec notre parent, être vu et entendu, se sentir aimé, se sentir ça qui est, on va dire, au cœur de ce que c'est l'attachement, euh, c'est ce qui est de plus important. Donc, on comprend aussi toutes les genres ou les différentes formes de bris, d'attachement ou de séparation, on pourrait dire, vont éveiller, évoquer les émotions chez nos enfants. Et vont aussi, si ces émotions-là n'ont pas suffisamment de place, vont éveiller des défenses. Hmm.
Et donc, c'est à l'intérieur de toute cette compréhension-là qu'on peut aussi, après ça, peut-être contextualiser, on va dire, beaucoup de souffrances qu'on peut voir chez nos enfants actuellement. Ouais. Euh, voilà. Oui, donc dans le fond, ces émotions-là ben, qui sont vécues, puis qui sont normales, puis qui sont le signe ben, simplement d'un besoin fondamental, qui est celui de l'attachement. Si ça n'est pas accueilli, ces émotions-là ne sont pas accueillies, ça crée une forme de défense, de détresse, puis ça expliquerait, selon la perspective que tu apportes aujourd'hui, certaines des souffrances qu'on peut voir émerger chez les enfants aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu dirais que ce qu'on voit émerger au lieu de nécessiter une réponse par rapport au comportement, d'essayer de patcher comme parfois on le fait, juste, bon, je reformule. Admettons qu'on voit la souffrance chez certains enfants et qu'on comprend aujourd'hui que c'est relié à ce besoin d'attachement qui n'a pas été répondu, qui n'a pas été accueilli, aux émotions qui n'ont pas été accueillies au travers de ça. Comment est-ce qu'on diminue la souffrance? Comment est-ce qu'on rétablit cette confiance ou cet espace où il retrouverait sa place, cet attachement-là? Oui, donc c'est une grande question. Donc, il n'y a pas une, on va dire, il n'y aura pas suffisamment de temps pour tout expliquer ce processus-là, mais ce que j'aime, c'est de revenir à l'attachement et aux émotions. Puis si on reprend la fonction des émotions, donc les émotions, leur fonction principale est d'amener les enfants à grandir, à maturer. Hmm. Donc, le processus de maturation, euh, en fait, le moteur de maturation provient des émotions. L'émotion, c'est pour ça qu'ils sont là. Hmm. Le problème, c'est que comme on est des êtres d'attachement, comme notre besoin fondamental est d'être en relation avec nos parents, entre autres, là, c'est la relation la plus importante, on est capable d'engourdir nos émotions. Si nos émotions euh, ne sont pas permises ou acceptées de chez nos parents. Donc, dans le fond, les parents set des paramètres. Donc, je t'accepte si tu es comme ça ou si tu es comme ça. Hein. Si tu as une crise, tu vas à la chambre, je t'accepte pas ou tu n'as pas le droit d'être jaloux. Et je dis ça, les parents ne le disent pas de façon aussi concrète que ça, mais ça se passe à l'intérieur des interactions. Mais nos émotions peuvent s'engourdir pour, on va dire, fitter les paramètres d'attachement qui sont setés par le parent. Hmm. Mais comme le moteur de la maturation, c'est les émotions, c'est-à-dire il faut y avoir mouvement émotionnel. Et si on les engourdit, il va donc nécessairement, ou on va dire, ils sont très à risque de devenir bloqués. Et donc, à partir de ce moment-là, on va voir apparaître des défis plus importants. Donc, des défis, par exemple, on va dire, de résistance ou d'opposition chronique. Ça peut être des défis liés, par exemple, à on va dire, ce qu'on dit, en guillemets, des défis comportementaux très grands, de la frustration, des crises, des agressions, mais à répétition. Donc, pas juste dans, on va dire, ce qui est on va dire, normal de la petite enfance qui appartient à un cerveau immature, mais beaucoup plus d'ordre d'ordre relationnel, d'ordre émotionnel, de façon plus chronique. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, effectivement, dans ce que tu nommes, par contre, Sophia, c'est que la façon quand on parle de traitement, comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là au niveau de ce qui se passe dans leurs symptômes, ben, il faut revenir à la racine. Donc, Hmm. il faut absolument revenir au sentiment de sécurité et à la place des émotions à l'intérieur du quotidien. Donc, quand mon enfant est en train de manger une boule de crème glacée, sa boule de crème glacée tombe, mais quelle est la réaction du parent? Est-ce que c'est non, 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 non?
Tu t'as pris deux lichettes, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème parce qu'il se sent mal à l'aise face aux pleurs de Mhm. l'enfant. Ou est-ce que c'est, ben là, t'en as au moins eu deux lichettes, les gens en Afrique, ils ont même pas ça. Donc, genre, la banalisation. Ou est-ce qu'on dit, oh, tu le voulais vraiment, cette crème glacée-là? Mhm. Donc, et ça, c'est un exemple, tout petit exemple d'une interaction, mais on a plusieurs centaines d'interactions par jour. Donc, de quelle façon l'adulte peut réellement accueillir les émotions? Mhm. Donc, c'est vraiment cette relation-là. On va revenir retravailler ça finalement. Aider le parent à voir, aider, coacher le parent à l'intérieur des interactions, réutiliser des histoires, nourrir le pourquoi aussi. Donc, ça serait on va dire, ce genre de map-là, si on veut, à utiliser pour aider nos enfants à retrouver émergence, à retrouver une croissance au niveau affectif, une maturation, puis aussi à retrouver leur tristesse par rapport aux choses qui peuvent pas changer dans leur vie. Ouais. À être accompagné dans tous ces petits deuils-là. Puis tu mentionnes que dans le fond, cet accompagnement, cette réparation, elle se fait dans tous les petits gestes du quotidien, dans toutes les petites interactions du quotidien avec notre enfant, puis que ça peut être aussi, entre guillemets, banal que ce que tu viens de nommer avec la crème glacée, des choses qui se passent très souvent dans une famille avec des jeunes enfants, en effet. Puis, Oui, puis on n'a justement, pas besoin d'être parfait. Donc ça, je voulais le mentionner pareil. Donc, même si je nomme un peu la façon dont on peut revenir avec nos enfants, même si un jour, pas juste un jour, même si régulièrement, je me trouve quand même avec des menaces ou à pas accepter les pleurs ou à pas. Après ça, il va y avoir toute l'importance du retour. Donc, si j'y arrive pas à l'intérieur du moment, arriver à atteindre mon cible d'intervention, mais comment est-ce que par la suite, quand je le réalise, je peux me reprendre pour qu'au moins il se sent vu à ce moment-là? À l'intérieur de lui, de sa frustration, par exemple, d'avoir pas été compris au moment de la crème glacée. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est pas une seule façon. Les repères demeurent les mêmes, mais il n'y a pas une seule façon. Puis ça ressemble différent d'une maison à une autre, dépendamment de notre bagage de parents. On arrive avec quel genre de bagage, quel genre de blessure, quel genre aussi, on va dire, niveau de conscience ou d'introspection. Donc, et encore une fois, on n'a pas besoin d'être parfait, mais des petits changements peuvent amener finalement des gros changements là, au plan du développement de l'enfant puis de son bien-être. Ouais. ouais. Oui, à la fois, tu normalises le fait que c'est naturel de parfois ne pas être capable de le vivre comme ça et qu'en même temps, il y a des solutions qui sont accessibles pour le parent. Donc, faire ce retour dont tu parles pour pas réparer, mais entre quelque sorte renouer le lien. Et puis, le fait que, ben, justement, il y a tellement d'occasions que de saisir ces occasions-là qui peuvent se présenter après. Merci pour ça. Je pense que c'est important d'enlever cette pression. Beaucoup de parents ressentent cette pression autour de moi, je le vois, c'est assez flagrant. Et, et là, tu sais, je voulais qu'on parle de l'attachement aussi, mais justement, peut-être avec ce paradoxe-là dans la société que ben, le besoin vital, c'est presque ça. Ben, en fait, je le perçois comme étant le besoin vital de chaque être humain que d'être justement dans ce lien d'attachement, d'amour avec notre parent, puis même en tant qu'être humain. Mais dans la société, on valorise puis on martèle beaucoup l'autonomie. Il faut être indépendant. Il faut faire les choses tout seul. Quand je suis devenue maman, la première fois, je me suis dit, ben non, je veux pas que ma mère arrive, sinon je serais pas capable de faire tout seul par la suite. Je vais me suffire à moi-même. Qu'est- Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi ta perspective là-dessus, sur ce paradoxe-là qu'on a besoin de ça, mais on nous dit qu'il faudrait être comme ça, autonome, indépendant. Il faut le déconstruire. Il faut le déconstruire. C'est-à-dire, je comprends une partie.
de tout ça, mais ça a été, c'est comme si ça a été pris hors contexte sans comprendre comment on arrive là. Donc, effectivement, l'indépendance ou l'autonomie dans certaines sphères appartient entre autres à l'élan du soi, Hmm. dépendamment de l'âge de l'enfant. Mais c'est encore une fois, c'est une énergie que l'enfant a, il veut le faire seul. Je veux le faire seul. J'ai envie de le faire seul. Le problème, c'est quand on essaie de faire paraître des enfants ou de marteler l'idée qu'il doit faire quelque chose seul alors que l'envie est pas là. Hmm. Et c'est ça le problème. Donc, si j'ai, par exemple, un parent qui vient me consulter, puis il dit, par exemple, là, il faut faire quelque chose parce que mon enfant, il veut pas s'habiller seul, ou encore, il est pas encore propre, il a 4 ans, je sais pas quoi faire, il faut le faire. Alors, la première question que je pose, c'est est-ce qu'il a envie? Hmm. Parce que je ne travaillerai jamais dans le sens à uniquement renforcer avec des autocollants quelque chose, puis que quelque chose provient de l'extérieur. Le problème est peut-être même plus grand que de ne pas être capable de s'habiller, par exemple. Le problème, c'est au niveau de l'émergence et de sa santé émotionnelle, peut-être. Donc, il faut contextualiser ça. Ce que j'ai envie de dire encore une fois. Donc, l'indépendance et l'autonomie, c'est le fruit de la maturation. Et donc, on veut que nos enfants deviennent des êtres responsables, civils, qui indépendants. Indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont y arriver, je sais pas, financièrement ou peu importe de quelle façon, à se sentir très en sécurité avec eux-mêmes, avec des passions qui leur animent. Puis on voit comme le construit de. Mais reste que, encore une fois, on manque tout le contexte d'interdépendance et les notions des positions à l'intérieur des relations. Euh, Dans l'exemple que tu utilises aussi par rapport à quand on devient maman, par exemple, et on ne veut pas nécessairement aller chercher de l'aide, puis on veut autosuffire. Et encore là, c'est, 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 c'est de ramener la vision de l'attachement des postures hiérarchiques dans les relations. Pour pouvoir autant donner, il faut aussi être capable de se déposer dans Hmm. les soins de quelqu'un d'autre. Donc, pour être réénergisé, pour être dans cette moi-même, un exemple, si je donne une conférence, si je parle pendant des heures en avant d'un public, je reviens le soir et je veux pas faire à souper. Donc, j'ai besoin moi-même de me déposer dans les soins de mon attachement le plus proche, qui est mon mari pour l'instant dans ce contexte ici, pour pouvoir me retrouver dans l'élan de leader dont j'ai besoin d'être pour mon enfant. Donc, ça revient à toute l'interdépendance qui existe et aussi, je dirais, la structure relationnelle. Et donc, quand on pousse tellement nos enfants dans cette indépendance-là ou dans cette autonomie-là, je trouve que c'est juste, bien qu'il y ait une partie que je comprends, c'est tellement pris hors contexte que ça fait plus de sens. Et donc, ou on fait face à des parents ou à des intervenants qui veulent à tout prix voir certains comportements sans comprendre d'où ils viennent, dans quel contexte ça se passe et comment vraiment, on va dire, adresser la racine émotionnelle ou relationnelle de ce qu'on voit. Ouais. Ouais, la profondeur de ce que ça vient toucher, en fait. Puis, donc, ça semble être un paradoxe, mais ça n'en est pas un finalement. C'est tellement interdépendant. Ce que tu nommes, c'est que dans le fond, pour être réellement indépendant et autonome, ben, c'est nourrir cet attachement qui fait que l'élan de soi est là. Et donc, l'enfant a envie par lui-même de faire les choses tout seul, mais pas parce qu'on lui a dit, il est temps, tu as tel âge, tu dois le faire. Puis je trouve ça intéressant, même en termes de nourriture pour l'élan intrinsèque, justement, cette connexion à notre intériorité versus les récompenses de si tu fais ça tout seul, tu as un autocollant. Si tu fais ta sieste, tu as un autocollant qui nourrit à nouveau un élan plus extrinsèque. Donc, c'est une récompense extérieure, mais il n'y a pas cette envie, ça part pas d'une envie. Puis je peux pas m'empêcher de faire le lien avec toute cette quête de performance aussi qu'on retrouve chez l'adulte, de surperformance où bien souvent ça ne part pas de cet élan intrinsèque. Puis je réalise en te parlant à quel point
tout est vraiment interconnecté, puis ça part de très loin, ces élans-là, de racines profondes de l'enfance, bien souvent, j'imagine, toutes ces quêtes de performance qu'on voit, puis qu'on essaie de régler avec des initiatives de mieux-être au travail ou des choses comme ça, ce qui n'est pas mauvais, mais qui peut-être ne répond pas à quelque chose de profond. Mais l'idée n'est pas de juger, mais peut-être de dire qu'il y a comme vraiment un lien. Ah oui, et puis pour pousser même cette réflexion-là à un autre niveau, quand justement, en fait, on dit, ou c'est Gordon Neufeld qui dit, Children must not work for love. They must rest in it. Ils doivent se déposer à l'intérieur de ça et d'où l'élan va arriver. Par contre, si on est dans le mode travail, donc travail pour être aimé, travail ben là, souvent, on va voir aussi euh, attaché à tout ça au niveau là, de l'anxiété de performance ou le désir de performance, ou que ça soit même à l'intérieur de notre propre parentalité ou à l'intérieur. Et c'est aussi souvent quand on fait, comme mettons, si je fais le bilan avec, c'est des gens des personnes qui, bien souvent, ont perdu accès à leurs pleurs. C'est quand on parle de leurs pleurs, puis au deuil, le deuil de ne pas pouvoir répondre à tous, le deuil de ne pas se sentir comme on a suffisamment de temps dans une journée, le deuil de le fait que j'aurais vraiment voulu dire oui à ce projet-là, mais je peux pas compte tenu de mes... Donc, de se sentir à l'intérieur de nos sentiments mitigés, d'avoir accès à cette tristesse-là qui va nous ramener, qui va aussi nourrir notre élan sans être pris dans un mode travail pour l'autre. Alors que quand on est beaucoup pris dans le mode performance, comme je dis, souvent on n'a pas suffisamment accès à notre vulnérabilité. Puis on pense que c'est beaucoup juste avec le mindset. Hein? C'est populaire ça de se penser, c'est juste comme ce qu'on pense, puis on est capable, puis zéro excuse. Et ça va très à l'encontre de comment on est construit en en tant qu'être humain, nos besoins et surtout, encore une fois, la place aux émotions. Ouais. La place aux émotions. Ouais, parce que tu reviens à ça, en fait, à être capable d'accueillir tous ces deuils, même en tant qu'adulte, comme de ce qu'on n'a pas pu faire, des personnes à qui on n'a pas pu dire oui. Oui, et de ce temps où on a estimé qu'on n'avait pas assez de temps pour quelque chose. Et je trouve ça intéressant que tu amènes le deuil, donc à la fois au niveau de nos enfants, des émotions qui vivent dans des choses futiles du quotidien, mais futiles entre guillemets, encore une fois, en gros guillemets, mais on a l'impression, nous, en tant qu'adultes, qu'on vit ces choses futiles, puis que ce serait pas normal de ressentir de la tristesse parce qu'on n'a pas pu dire oui à cette affaire-là. Et encore une fois, je trouve ça intéressant le parallèle. Et justement, là, on a parlé du lien de diverses façons, de la place des émotions, de l'attachement, de tout ce qu'on vient nourrir. Et si on rassemble tout ça, puis qu'on va plus largement, justement, au-delà de l'enfant, mais au travers la société en général, pour toi, profondément, si on y va avec le cœur en tête à nouveau, comment ce lien peut transformer notre façon de faire société, d'être et de faire société? C'est une grande question. Et c'est quand même simple à la fois, c'est-à-dire que moi, je crois fortement que même que si on devient un peu plus, si on a accès un peu plus à nos sentiments, donc on ressent, si on est connecté un peu plus à nous, à nos enfants, à la nature, à notre communauté, ben on va se retrouver moins dans nos défenses, plus dans notre bienveillance. Mm. Et je pense que réellement, là, que la bienveillance, c'est la clé à la majorité des plus grands défis qu'on peut voir et apercevoir dans le monde. Donc, que ça soit au niveau, puis ça peut se transmettre un peu partout. Donc, plus on est bienveillant, plus on va avoir un enfant aussi qui est empathique et qui est altruiste et qui est connecté envers lui-même, donc qui est à ses signaux et de faim et de surcharge émotionnelle et de ses limites. Et donc, c'est de comprendre que le pouvoir de la bienveillance
Et donc, l'accès à ces émotions est énorme et couvre plein de plans. Quand on pense à l'intimidation ou à la guerre ou à tout ça, on parle de gens, encore une fois, qui encore si on zoome out, là, bien évidemment, mais beaucoup de la violence est enracinée dans la frustration. Mais on est pris, on est bloqué dans nos défenses et donc ça sort de tout plein de façons. Et donc, si on revient à offrir à nos enfants plus de bienveillance, à ce qu'ils l'expérimentent, à ce qu'ils soient marinés à l'intérieur de ça, je le vois comme un facteur de protection énorme pour donc, ce que je souhaite ou mon rêve, c'est ça, ça serait un peu plus de bienveillance. Et pour y arriver, il faut entre autres comprendre pourquoi c'est important, comprendre la place des émotions, comprendre notre influence, notre rôle réel en tant que grande personne qui est en charge des soins. Puis remarque, j'ai dit souvent soins, pas éducation. Ça se Oui, passe pas par la tête. Quand l'élan est là, quand l'élan est là, il va être curieux, il va vouloir apprendre. Donc, c'est pas des instructions directes, c'est pas... et encore une fois, ça commence dès la petite enfance, mais donc ça serait que même les différents systèmes soient informés de la place des émotions, des instincts du système nerveux pour protéger davantage, que nos petits-enfants ils deviennent des grandes personnes qui sont empathiques, bienveillants et envers eux-mêmes, envers leur communauté, envers leur famille, envers la nature, et de façon, on va dire, exponentielle, comme tu le dis, c'est bien aussi, Sophia, c'est vraiment tout interrelié. mm, Si on veut que quelqu'un soit plus, on va dire même, conscient par rapport au recyclage ou par, dans le fond, la personne doit carer. The person needs to care. mm, C'est lorsqu'on ne care pas qu'on a des défis à ce niveau-là. oui. Quand ça ne génère en fait aucune émotion au contact d'un être, au contact d'une plante, au contact de... Ouais, ouais. J'aime ton rêve, j'aime ton rêve, puis beaucoup d'éléments de ton rêve se rejoignent avec mes propres rêves et je pense qu'on est capable, je pense pas que ce soit irréaliste de penser qu'en tant qu'être humain, on peut se remettre à bien vouloir ressentir et laisser ressentir aussi autour de nous. Mm. Merci, Christa, merci infiniment. J'avais tant hâte à cette rencontre, à ce prétexte pour te parler puis pour t'écouter. Alors, Merci merci. à toi, Sophia, pour l'espace que tu crées aussi à ces partages et à pouvoir aussi toucher les gens. Mhm. Ouais. À bientôt, puis n'hésitez pas à nous écrire suite à cet épisode qui, je pense, remue un petit peu, puis dans le bon sens.